Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. J'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va, Tim? Salut Max, ça va très bien et toi? Ça va très bien. C'est un mois assez spécial, le mois de décembre, parce qu'en général, c'est le mois où on entend pour la première fois le discours du prix Nobel. Et donc, cette année, on a Annie Ernaux, une Française, de nouveau, certains diraient, qui a reçu le prix Nobel il y a quelques semaines et qui maintenant a publié son discours et en fait a aussi présenté ce discours à l'Académie du prix Nobel à Stockholm. Donc, on a eu l'occasion de passer ce discours en revue. Moi, j'ai appris quelques petites choses. Quelles étaient tes premières impressions? Mais écoute, juste avant de revenir sur ce Nobel, effectivement, c'est une Française en l'occurrence, puisque c'est la France est le pays le mieux loti en fait en prix Nobel. Donc, avec 16 récipiendaires à ce jour, ce qui est vraiment pas mal. Juste derrière, on a les États-Unis avec 13, le Royaume-Uni 11. Et en fait, dans les dernières années, on a eu Modiano avant, puis encore avant Jean-Marie Gustave Leclésio. Donc rien que dans ces dernières années, ça fait quand même pas mal de Français. Donc ça, ils peuvent être, la France peut être assez fière, quoi. Alors effectivement, donc moi j'ai lu ce discours et pour être très honnête, moi j'étais un peu déçu. Moi j'ai pas appris grand-chose en final par rapport à ce qu'on sait d'Annie Ernaux, ce qu'elle a déjà pu raconter par ailleurs dans des interviews ou des analyses de son œuvre. Bon, j'irai pas jusqu'à être extrêmement critique peut-être comme le Figaro, parce que j'ai vu le Figaro a écrit « Devant les Nobel, Annie Ernaux prononce un discours sans émotion et sans âme ». Et après, donc, dans l'article, justement, après, ils sont revenus sur plusieurs des discours des récents récipiendaires et qui, en disant, ce que ces personnes-là ont pu vraiment dégager. Le discours est un peu centré autour de cette phrase « J'écrirai pour venger ma race ». Parce qu'en fait, Annie Ernaux, comme elle le dit elle-même, est une transfuge de classe, puisqu'elle vient de classe très populaire et s'est, entre guillemets, élevée dans la société en devenant professeure finalement et écrivaine. Et c'est quelque chose, on le verra, qui marque profondément son œuvre. Voilà, c'est dès le début, en fait, elle vient avec cette phrase. Un peu plus loin, d'ailleurs, elle lie un peu ce côté de venger ma race avec aussi venger son sexe, puisqu'elle dit plus loin, donc, venger ma race et venger mon sexe ne ferait qu'un désormais, puisque là, elle fait référence en fait à l'avortement clandestin qu'elle a subi et qui a fait l'objet d'un de ses livres qui s'appelle L'événement, je pense. Voilà, elle parle aussi évidemment d'engagement dans l'écriture, puisqu'elle elle considère que c'est aussi important. Et elle termine en disant, oui, elle retourne sur la promesse de venger sa race qu'elle s'était faite. Elle ne sait pas dire si elle l'a réalisée. Et je me permets juste peut-être de lire les toutes dernières phrases. Si je retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race, je ne saurais dire si je l'ai réalisée. C'est d'elle, de mes ascendants, hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait mourir tôt, que j'ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l'ambition de lui faire une place dans la littérature, dans cet ensemble de voix multiples qui, très tôt, m'a accompagné en me donnant accès à d'autres mondes et d'autres pensées, y compris celle de m'insurger contre elle et de vouloir la modifier, pour inscrire ma voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation, la littérature. Oui, et en fait, une question sur le fait de venger sa race. Donc, venger peut-être sa classe sociale. Est-ce que parmi ses écrits, tu dirais qu'il y a des œuvres qui se concentrent sur le labeur, sur les difficultés que peut avoir la classe populaire? Alors, évidemment, il y a celui qui me vient alors du coup à l'esprit immédiatement quand tu me dis ça, c'est La Place qui est sorti en 1984, avec lequel elle a eu le prix Renaudot, et qui en fait parle de son père. Donc c'est juste, entre guillemets, l'histoire de son père dans une écriture. Alors, j'en ai pas parlé dans ce discours, mais elle parle aussi du fait qu'elle a une écriture plate, une écriture neutre, objective, plate, en ce sens qu'elle ne comporte ni métaphore, ni signe d'émotion. Et ce qui est un peu marquant dans ce livre-là, c'est ça, quoi. Donc, d'une part, on a, je pense pour nous, quand même, c'est le témoignage d'une époque qui n'est plus. Parce que bon, elle a connu en tout cas sol de terre battue dans une maison. C'est des choses qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui. Alors que oui, donc elle a 82 ans, donc c'était pas sa jeunesse, c'est pas il y a si longtemps que ça. Donc ça, c'est, je trouve, le premier côté surprenant. Et alors le deuxième, oui, ce côté sans âme, sans émotion. Moi, ça me rebute un peu, pour être très honnête. Parce que justement, quand on met un peu d'émotion, mais c'est ce qui permet de faire vivre et de partager et au lecteur d'éprouver de l'empathie. Et du coup, moi, c'est mal écrit, ce n'est pas inintéressant, certainement pas. Mais j'ai un peu de
mal du coup à me sentir proche en tout cas de ça. D'accord. C'est vrai que ça ne m'avait peut-être pas forcément marqué, mais il y a Mais un peu de toi vrai aussi. justement qui a lu, toi tu as lu l'événement qui est sur l'histoire de son avortement, si je ne me trompe pas. Oui, et en fait, en lisant ce livre-là, enfin, on en parlera après, on peut peut-être commencer par La Place, vu que tu l'avais présenté. Oui, non, mais Mais peut-être vas-y, vas-y. sur l'événement, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de rage ou même un manque de sentiment, et ça donne l'impression, du coup, d'une personne très forte mentalement, avec une détermination assez imposante, qui passe à travers cet événement sans trop... Enfin, c'est un événement tellement marquant. Elle semble capable de passer à travers cet événement sans vaciller. C'est peut-être simplement l'absence d'émotion nous montre qu'elle a une certaine solidité de caractère, une force de caractère. Oui, sans doute, sans doute. Mais donc c'est comme ça que je l'aurais vu. Ce que j'ai retenu donc de son discours, qui est la partie, cette sorte de vocation, son appel vers l'écriture dont elle parle un petit peu. Et puis au final, je vois ce prix comme un tremplin, peut-être en espérant être un exemple de plus pour des gens de la classe populaire ou des gens qui n'ont peut-être pas toujours accès à une éducation supérieure, qu'il ne faut pas avoir honte de ne pas utiliser toujours les beaux mots, que chacun peut trouver son style. Donc elle en parle. Elle adorait Proust, Flaubert ou Virginia Woolf, mais au moment d'écrire, elle ne parvenait pas à utiliser ces mots-là. Elle ne les sentait pas. Elle sentait une certaine distance, même si elle était capable de les utiliser, capable de les comprendre. Ces mots n'étaient pas les siens. Et donc, elle a compris qu'elle devait trouver sa propre voie à l'écrit pour réussir quelque chose qui lui conviendrait bien comme style. Je dirais que c'est ça qui m'a marqué, peut-être, sur son discours d'acceptation. Et alors peut-être il y a une dimension aussi, ce discours qu'on n'a pas abordé, qui est essentielle par contre, je pense, dans son œuvre, son côté, je ne sais pas si féministe était un bon mot, mais en tout cas, c'est vraiment une des premières dans la littérature, en tout cas, à avoir parlé, par exemple, de plaisir féminin, sans gêne, sans honte, juste parce que ça existe, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement rare, en fait, dans la littérature. Et ben, justement, le dernier livre qu'elle a sorti, que je n'ai pas lu, hein, mais qui est un très très court récit, c'est sur son aventure avec un homme plus jeune qu'elle, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment un choix aussi. Et en cela, je pense que il y a des livres qui sont importants. Mais après, moi, ce qui me dérange parfois aussi un peu, c'est que c'est très autobiographique quand même. C'est avant tout même, je dirais, autobiographique. Et on a parlé de l'écriture plate, sans cette terme, hein, je le répète, sans émotion. Du coup, en fait, là où j'ai un peu de mal, c'est que ça manque de romanesque. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans la littérature, parce que finalement, des auteurs qui parlent de leur vie, mais de manière détournée, je veux dire qu'il n'y a que ça, mais il y en a beaucoup, en tout cas. On a déjà précédemment beaucoup parlé de Modiano, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais alors, évidemment, sa vie, son œuvre est imprégnée de sa propre vie personnelle. C'est indéniable. Mais c'est jamais son histoire personnelle. On peut prendre un de mes auteurs favoris ici, un américain, John Irving. Ben, on retrouve toujours ces thèmes de prédilection. Ben, c'est des thèmes par exemple, quand il parle de lutte, ben, il a fait de la lutte dans sa jeunesse. Des histoires avec des femmes plus âgées qui initient, entre guillemets, des jeunes hommes au sexe. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qu'il a vécu. Mais c'est jamais sa propre histoire personnelle. Et en cela, je trouve que ça manque. En tout cas, les livres d'Annie Ernaux, je trouve, en tout cas, vraiment dans mon propre point de vue, manque parfois un peu de souffle. Et alors, justement, donc là, je vais parler de manière un peu négative. Là où pour moi, justement, elle réussit à un peu dépasser tout ça, c'est avec ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, qui est Les Années, qui est sorti en 2008. Donc ça, c'est vraiment acclamé par la critique. Et alors, pour la petite histoire, moi, je l'ai lu pour la première fois plus ou moins à sa sortie. Donc je pense que j'étais trop jeune, parce que je suis resté un peu étranger. Je l'ai relu ici parce qu'elle a reçu le Nobel et que je me suis dit, bon, on considère ça comme un chef-d'œuvre et quelque chose qui a dû m'échapper. Et voilà, il y a une question d'âge sans doute qui joue et qui fait que voilà, j'ai beaucoup plus apprécié aujourd'hui. Là, justement, dans Les Années, l'objectif, en fait, c'est d'articuler à la fois histoire personnelle et histoire d'un monde, finalement, d'une société en parallèle. Et donc, là, je trouve qu'il y a une vraie ambition littéraire, romanesque, puisque c'est comment est-ce qu'on arrive à faire articuler les deux? Comment est-ce que ma propre histoire, finalement, a un lien avec ce qui se passe autour de moi? Et donc là, elle choisit effectivement aussi, par exemple, d'utiliser... Il n'y a pas de jeu dans ce livre. Il y a beaucoup de on, mais il n'y a pas de jeu. Donc ça, de nouveau, il y a un choix qui est fait à ce niveau-là. Elle l'explique d'ailleurs dans le livre. Et ce qui, je trouve vraiment très intéressant, parce que du coup, on a à la fois comment est-ce qu'elle a vécu certains événements, l'arrivée de la gauche au pouvoir, par exemple. Oui, elle, femme de gauche, forcément, ça a fait quelque chose, la déception que ça a apporté, etc. Donc on a à la fois comme ça l'histoire de 50 années, on va dire, hein, donc de à peu près, je sais pas, 1950 à 2000, à peu près 2008 justement, et en même temps sa propre histoire. Et donc, je trouve que là justement, elle dépasse sa propre histoire personnelle, et c'est en cela que ça a plus d'envergure. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié. D'accord. Donc moi, j'ai eu l'occasion de le lire également. Vu qu'on en parle, ce qui m'a vraiment bien plu, c'est
cette approche. Et donc, tu parlais de ta mémoire personnelle, et puis en fait, elle y mélange vraiment cette mémoire collective. En fait, on passe à travers plein de thèmes. On commence par, notamment, pour reprendre, moi je vois vraiment ça comme une sorte d'histoire de France, avec une partie de l'histoire du monde et de l'Europe, parce on vit dans un monde qui est mondialisé, elle en parle aussi. Donc tour à tour, on parle de Charles de Gaulle, donc de l'après-guerre, puis de mai 68, puis de l'avortement, elle parle de sa propre expérience. Il y a les constructions et l'avènement des banlieues avec les présidents successifs. Et petit à petit, de temps à autre, elle nous place aussi les grands noms de la chanson qui sont apparus et qui ont disparu. Donc c'est aussi un mélange avec la culture populaire, les différentes tendances. Elle place les noms de comptines et de chants de notre enfance qu'on connaît un peu tous en étant francophone, les films et les livres en vogue. Et puis il y a aussi la trahison, entre guillemets, de Mitterrand, où elle en parle, on en rêvait et puis on le regrette assez rapidement. Donc c'est intéressant de voir ça parce que n'ayant pas vécu autant qu'elle, j'en apprends aussi beaucoup sur plein de petites anecdotes du passé qui restent intéressantes et que je n'avais pas pu rencontrer d'une autre manière. Il y a une grosse partie sur l'arrivée du sida petit à petit. Elle en parle un peu moins vers la fin du livre quand maintenant on voit que le sida ça devient une maladie qu'on peut mieux entre guillemets soigner et prendre en charge. Et il y a toute une partie sur la technologie aussi, donc l'arrivée des Walkman, des téléphones portables, des ordinateurs. Et je pense qu'elle ne l'a pas vraiment cité, mais elle commence à sentir qu'il commence à y avoir deux générations, celle qui est digitalisée et celle qui ne le sera pas. Elle voit une fracture qui va arriver. Et puis, on apprend aussi sur les attentats. Donc, on pense peut-être souvent à tort que les attentats, c'est quelque chose d'assez récent. Quand on voit l'histoire des derniers 60, 70 années, des attentats, il y en a quand même de temps à autre, il y a différents groupes qui apparaissent, qui disparaissent. Il y avait aussi un commentaire intéressant sur l'avant et l'après. 11 septembre. Même chose comme à l'époque, il y avait eu un avant-après Auschwitz. Puis elle termine beaucoup sur la consommation, la surconsommation, la mondialisation. Et ce qui est intéressant, c'est que tout se fait au travers souvent de photos, de souvenirs, parfois de cassettes VHS même, une ou deux fois, ou d'un film. Donc c'est un livre qui m'a quand même plutôt plu. Je ne m'attendais pas à ça en le prenant, je n'avais pas lu la 4e de couverture. J'ai été quand même plutôt satisfait. C'est une belle découverte de l'année, donc j'ai été plutôt déçu cette année. Celui-ci m'a quand même assez plu et je commence déjà à le conseiller un peu autour de moi. Donc je ne dirais pas le livre de l'année, mais sûrement peut-être dans mon top 5 ou top 10. Et en t'écoutant, il y a une chose qui m'est revenue aussi, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est, en tout cas, moi j'ai trouvé, c'est qu'on a une impression d'accélération des événements en fait. Plus le temps passe, plus tout a l'air de s'accélérer. Et plus elle se sent distanciée un peu de tout ça. Et je me suis dit, et c'est vrai qu'en fait, il y a informatisation de la société, tout ça, tout va beaucoup plus vite en fait. C'est vraiment curieux comme ça, je trouve, et marquant de le retrouver ainsi dans ce livre aussi. Oui, et en parlant d'accélération, il y a un des livres de Garcia Marquez qui a ce thème. Je pense que c'est 100 ans de solitude. On en parlera peut-être un peu plus tard. Où il y a aussi ce sentiment au fil du livre, au plus on avance vers la fin, les événements s'accélèrent et on a aussi peut-être une sorte de comparaison ici avec Ernaud. Et c'est vrai que j'ai été assez pris par le livre parce que je l'ai lu en 2 jours. Je voulais finir avant le podcast et il y a sûrement presque 250 ou 300 pages, mais c'était assez prenant. C'est vrai que l'écriture s'accélère. On a l'impression peut-être que les phrases deviennent de plus en plus courtes ou rythmées, peut-être sans émotion aussi. Il y a ce sentiment de ne pas pouvoir déposer le livre parce qu'on est pris vraiment dans la roue du temps. On avance avec elle et j'ai peut-être un regret de l'avoir lu trop rapidement du coup. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire autrement. Ça, c'est du moins mon avis sur les années d'Annie Ernaux. Justement, on parlait de mémoire personnelle, mémoire collective. En fait, c'est précisément ce pourquoi elle a été couronnée. En tout cas, le comité Nobel, quand il a remis le prix, il a expliqué qu'il a été octroyé pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle Annie Ernaux découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Donc, je pense que vraiment, on sent dans la phrase que il y a les années en fait qui jouent beaucoup en fait dans l'obtention du prix. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, et puis on discutait un petit peu offline de son prix Nobel. Donc toi, je sais que tu as aussi lu La Place et puis Mémoire de fille. Mémoire de fille, c'est plus l'histoire de sa jeunesse, c'est l'histoire, je parlais tout à l'heure du fait de plaisir féminin, etc. Tout ça, donc ça, c'est ces années de jeune fille en fait. Hein. La honte qu'elle a pu ressentir aussi face à des jeunes filles qui étaient plus d'un autre milieu qu'elle, hein, plus élevées, etc. Mais donc aussi cet aspect de découverte de sa sexualité. Moi, j'en lirai plus d'autres en fait, pour être très honnête. J'ai l'impression, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais d'avoir fait un peu le tour.
Parce que ce côté, moi je répète, hein, j'ai un peu de mal avec l'écriture plate, sans émotion, et que ce soit toujours à ce point autobiographique. Voilà, ça c'est un peu dommage. C'est quelque chose qu'elle revendique, hein, donc je veux dire, il faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, justement, elle sorte un peu de ces... J'ai l'impression que c'est presque des contraintes qu'elle s'impose dans l'écriture même, avec elle, moi c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Mais sinon, je pourrais quand même te conseiller L'événement, qui est un livre assez court, et c'est plus ou moins 120 pages, qui est un livre plutôt coup de poing, donc j'ai Ouais. trouvé que c'était... On en a reparlé récemment, en fait, parce qu'il y a eu une adaptation en film il y a quelques mois. Et je me rappelle avoir entendu une critique, justement, où apparemment, le film arrivait à restituer ce côté froid, et c'était quelque chose qui était reproché, justement, au film, et je dois avouer que, du coup, ça m'a pas donné envie de le lire. Enfin, voilà. Ouais. Mais il est vrai qu'elle parvient à mettre une certaine, même si c'est une autobiographie, elle parvient à mettre une certaine distance avec le personnage ou avec les événements. Le livre est paru dans les années 2000 en fait, et c'est presque 40 ans après les événements en fait, donc ce qui lui a donné une certaine distance, lui a permis de peut-être relativiser ou de se détacher un peu des événements et d'utiliser sa froideur qu'on lui connaît. Oui, je pense qu'elle a déjà expliqué en fait hein, qu'elle n'aurait pas su en fait en parler directement en tout cas. Et je pense même qu'elle, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc elle se refusait à utiliser le mot viol parce qu'elle, au début, je pense pas que j'en lirai d'autres malheureusement. Mais bon, le fait qu'elle ait reçu le Nobel m'a permis d'une part de relire les années, ce qui était voilà essentiel parce que je restais sur pas une mauvaise impression, mais en tout cas certaine indifférence. Et puis le reste, bon voilà, ça reste, allez, elle est reconnue. Moi, je trouve que les auteurs qui sont quand même reconnus, ça vaut la peine au moins de les parcourir pour se faire son propre avis. Et certainement, d'autant plus quand on a un Nobel, quoi. D'accord, oui. En parlant d'auteurs qu'on ne parcourra sûrement plus, j'en aurai un, on en discutera un peu plus tard. C'est vrai qu'au moins, ça nous donne une petite idée, ça vaut la peine d'aller plus loin ou pas. Et donc, pour toi, c'est pas un Nobel qui serait mérité? Moi, je ne suis pas. En fait, les discussions sont secrètes et je pense enfin, on peut les voir, mais je ne sais pas avec combien de dizaines d'années tard, en fait, on a accès finalement au secret des délibérations. Moi, je ne sais pas ce qui fait que voilà, on choisit tel auteur plutôt tel autre. Mais moi, si je devais récompenser, par exemple, quelqu'un de français, j'en citerais d'autres et pas elle. Mais voilà, je ne maîtrise pas assez les règles que le comité s'impose. Je pense qu'il joue aussi maintenant ces dernières années. Et allez, c'est sans il n'y a pas de pas être trop négatif non plus, mais je pense que le comité s'impose aussi maintenant de mettre en lumière des femmes parce que pendant trop longtemps il n'y en a pas eu, alors qu'il y avait des écrivains féminins formidables. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, mais en tout cas ces dernières années, une année sur deux, c'est une femme à peu près qui l'a. Donc à mon avis, sans qu'il y ait de quota entre guillemets, il s'impose à mon avis à un moment aussi de devoir mettre en lumière des femmes. Et alors quand on met en lumière une femme, Annie Ernaux, quelqu'un qui parle justement de la condition de femme, etc., je l'ai expliqué, c'est quelque chose d'important en fait. Hein. Donc de ce point de vue-là, j'ai un peu de mal de dire œuvre majeure, mais en tout cas une œuvre importante. Ouais. Et tu penseras à quel autre auteur, par exemple? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un comme Laurent Godet, par exemple. Bon, c'est un homme, hein, mais moi, quand je cite des Français, bon, moi, Modiano, évidemment, ça c'était sûr, mais lui, il l'a déjà, il l'a déjà eu. Ouais, quelqu'un comme Laurent Godet, moi, ça me semble, je doute fort qu'il soit. Ou surtout, en fait, moi, j'ai beaucoup d'auteurs américains, je trouve, qui mériteraient en fait de l'obtenir. Et là, par exemple, on avait beaucoup cité Philippe Roth avant qu'il ne meure. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas eu? Je sais pas, mais il y a des choix qui sont faits. Et même si les Américains ont l'air d'être assez plutôt bien lotis, en tout cas en termes, quand on regarde les nationalités des Nobel, moi, je trouve quand même qu'on a tendance à en oublier beaucoup. Oui, et d'ailleurs, là, je faisais une petite recherche sur Kurt Vonnegut, donc on en parlait la fois passée, qui est aussi un auteur assez important du siècle dernier, qui n'a pas reçu le prix Nobel. Et le premier article, en fait, qui revient sur Google, c'est qu'il aurait détesté le prix Nobel qui a été accordé à Bob Dylan. Donc, je n'ai pas lu l'article, mais je suis assez curieux de voir ce qui se cache là-dessous, parce que je trouve, enfin, j'aurais peut-être pas tant d'arguments que ça a donné là maintenant à vif, mais je trouve que c'est un auteur aussi assez intéressant. Sinon, je suis d'accord avec Laurent Godet. Je pense qu'il reste assez jeune, il a moins de 50 ans, je Oui. pense, mais s'il continue à sortir de bons livres... Oui, en tout cas, il n'a jamais été cité. En France, on attendait plutôt Houellebecq. Hein. Houellebecq était plutôt bien placé chez les bookmakers. Ouais, ça m'étonne quand même. Parce que moi, j'aurais dit pour le message du comité du Nobel, ça aurait été pour son cynisme. Et voilà. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait dire son cynisme et son écriture ultra réaliste sur la vie contemporaine. Je pense pas. Je ne trouve pas qu'il a, même si j'aime bien ses œuvres, je trouve pas qu'il a vraiment l'écriture ou les œuvres pour un Nobel. Même chose pour Murakami, on en parle souvent. Oui, tout à La fait. question, c'est est-ce qu'il le mériterait ou pas? Je l'aime bien, j'aime vraiment bien ce qu'il écrit. De là à donner un Nobel. Ouais.
Moi, je trouve je ça suis pas plus certain. Murakami, je trouve ça plus divertissant qu'autre chose en fait. Et donc, Ouais, donc en fait, ça passe très bien, ça se lit facilement, ça passe bien. Qu'est-ce qu'il en reste après? Je suis un peu plus dubitatif, quoi. ouais. Ce serait un moindre crime de le donner à Murakami qu'à Houellebecq, sans vouloir offenser l'un ou l'autre. Mais je suis pas convaincu non plus à 100% qu'il le mériterait. Il a déjà dit que s'il le recevait, ce serait la fin de sa carrière. C'est pas spécialement un prix qu'il cherche et je Après, pense pas ouais, qu'il souhaite le recevoir. Mais bon, ça reste quand même Annie un beau Ernaux prix. disait il y a 1 ou 2 ans exactement, enfin à peu près ça, qu'elle n'en voulait pas, quoi, hein, parce qu'elle avait déjà été citée apparemment. Et bon, elle l'a quand même accepté. Elle n'a pas fait comme Sartre, hein. Non, c'est vrai. Donc ça, c'était intéressant. Je suis quand même content de moi. C'est simplement pour me donner une petite tape sur l'épaule. Annie Ernaux, je l'avais en fait dans ma liste de lecture à lire, donc une liste qui n'en finit pas. Je ne me rappelle plus quand j'ai ajouté ces quelques livres. Et donc, à la sortie du prix Nobel, à l'annonce du prix Nobel, quand j'ai vu que j'avais déjà quelques livres listés, moi, j'étais plutôt fier de moi de l'avoir déjà dans le radar. Ça reste toujours une satisfaction personnelle que j'aurais sûrement lu un jour ou l'autre. Alors, si on va dans ce côté-là, moi, satisfaction personnelle d'en avoir déjà lu au moins un avant qu'elle ne l'obtienne. Avant, voilà, Ça, exactement. Ouais, c'est ouais. encore plus beau, hein. C'est next level, ouais. Non, ça, c'est vraiment bien. Je propose du coup alors qu'on change, hein, qu'on remonte un peu quelques années en arrière, mais pas beaucoup. En 2018, mais il a été décerné formellement en 2019 à cause de scandales, hein, sur lesquels on ne reviendra pas ici. On a eu une polonaise, Olga Tokarczuk. Alors là, pour le coup, autant on avait peu de romanesque chez Annie Ernaux, autant on en a beaucoup plus ici. Donc là, c'est lire sa tranche assez bien. Et alors, enfin moi je sais pas, toi tu avais déjà lu avant qu'elle ne l'obtienne, tu connaissais? Je ne pense pas, non. Non, je crois pas. Apparemment, c'était quand même l'autrice polonaise, auteure polonaise, je dirais au sens large, la plus traduite, contemporaine en tout cas la plus traduite aujourd'hui. Néanmoins, il y a quand même, en tout cas en français, il y a plusieurs de ces livres qui n'étaient pas disponibles. Peut-être des choses qui ont changé. Il y en a certains qui sont ressortis d'ailleurs, évidemment, suite à son prix Nobel. Voilà quelqu'un, puisqu'on le disait aussi juste à l'instant, moi, j'aurais jamais lu que. Bon, moi, au contraire de toi, je n'habite pas en Pologne. Bon, certes, c'est traduit, mais on peut pas dire que ça s'exportait très bien. Et voilà quelqu'un, je trouve, que j'ai découvert, qui méritait vraiment d'être lu, et à tel point que du coup, j'en ai lu même un deuxième après qu'elle l'a obtenu. Alors ici, la phrase du comité Nobel qui explique ce prix, c'est: ce prix est décerné pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la phrase, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le côté imagination narrative, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel, je pense. En en ayant lu que 2, c'est un aspect qui ressort vraiment très, très fort. Moi, j'ai été plus marqué par Dieu, le temps, les hommes et les anges, qui est sorti en 1996, que tu as aussi lu. En fait, c'est un peu, on pourrait dire que ça se rapproche un peu d'un conte. On a un village polonais qui s'appelle Antan. Il n'est pas formellement situé. On a l'impression que c'est plutôt central, plutôt un endroit un peu perdu, où il fait plutôt froid aussi. Et alors, on a en fait une succession comme ça de personnages qui font l'objet de très très courts chapitres. Et donc, on a par exemple un châtelain qui joue un jeu du destin. On a la glaneuse. On a comme ça plusieurs personnages qui se croisent. Et alors, ce qui est particulier aussi, c'est que c'est un lieu imaginaire, dans lequel il se passe des choses parfois un peu étranges, mais on y voit quand même les conséquences d'événements réels, puisque on sent les guerres, on sent un peu le régime communiste finalement. C'est pas décrit formellement comme ça, mais en tout cas tous ces éléments sont présents en sous-texte, on va dire, et on est quand même dans un conte en même temps. Donc en fait, je trouve que c'est un peu difficile même à expliquer parce que c'est très très particulier. Enfin, moi, j'avais jamais lu quelque chose de comme ça. Donc très très belle découverte, et moi, en tout cas, j'étais vraiment très très pris dans cet univers un peu mystérieux. Oui, en fait, je pense qu'elle était aussi sur entre guillemets, mon radar parce que j'avais remarqué qu'elle avait reçu le prix le Booker Prize en fait en 2018, donc la même année prix Nobel. Et j'avais aussi remarqué que sa traductrice avait reçu plusieurs prix pour les traductions des livres, la qualité de la traduction, ce qu'il avait vraiment introduit au marché américain, au marché anglophone. Donc je crois que le nom me disait quelque chose, mais je n'avais pas eu l'occasion d'en lire parce que j'avais lu autre chose entre-temps. Mais donc j'ai commencé par lire Dieu, le temps, les hommes et les anges, comme toi. Je l'ai d'ailleurs acheté, je pense même en décembre de cette année-là, quelques semaines après le Nobel. Avec moi, si je me souviens Ouais, bien. ouais, je pense on l'a trouvé en fait dans une librairie et ça m'a vraiment bien plu. Par la suite, j'ai lu Les Pérégrins, qui est une suite en fait
je pense, de contes ou d'anecdotes très fantasques pour la plupart, qui m'a peut-être un petit peu moins convaincu. Et puis je sais qu'il y a le livre de Jacob et aussi sur les ossements des morts. Donc je sais qu'ils existent, je ne les ai pas encore lus. Et récemment, il y a eu 1 ou 2 titres qui sont sortis également, qu'il me faudrait lire. Ça reste une chouette auteure, je dirais, oui. Avec un certain réalisme magique qui est peut-être un bel héritage de Gabriel Garcia Marquez, qui m'a plus convaincu que ce que Salman Rushdie faisait dans ses livres précédents dont on parlait. Ici, par exemple, en Pologne, elle est appréciée pas forcément appréciée par le parti au pouvoir, parce que bon, elle a plutôt un état d'esprit un peu plus Libre. plutôt libre. Peut-être qu'elle a fait quelques commentaires qui n'avaient pas été très appréciés. Et je crois que quelques ministres, je ne me souviens plus, avaient commencé à lire son livre et puis l'avaient redéposé en disant que c'était illisible, des choses du style, enfin des commentaires que beaucoup de ministres font dans beaucoup de pays dès qu'ils n'aiment pas l'auteur pour essayer de décrédibiliser. Je pense qu'ici elle a une fanbase, on va dire, mais après elle a aussi beaucoup de détracteurs, même si je trouve qu'elle a l'air plutôt d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre et plutôt sympa. Enfin, c'est l'image qu'elle transmet. Donc oui, je pense qu'elle partage l'opinion ici en Pologne. Alors, un autre point qui est important aussi, je pense, chez elle et qui était peut-être plus marquant sur les ossements des morts, qui est sorti en 2009 en Pologne, mais je pense que plusieurs années plus tard en francophonie, on va dire, c'est l'influence de la nature en fait. Parce que la nature en fait est très présente dans Dieu, le temps, les hommes et les anges, mais aussi sur les ossements des morts, puisque là, en fait, on a une femme qui a été qui est institutrice, ancienne ingénieure des ponts et chaussées, pardon, mais elle est devenue enseignante par la suite, est passionnée d'horoscopes, qui pense que vraiment toutes nos actions sont induites par les planètes et les astres, etc., et qui fait face à En fait, il y a des meurtres, enfin des gens qui meurent autour d'elle, qui se produisent. Alors, à nouveau, on est dans une histoire de village très reculé, avec très peu de gens, et on dirait que ces personnes ont été tués par des animaux. Il y a des indices qui laissent penser ça, puisque une fois on a des traces de pattes de biches ou je ne sais pas, en tout cas d'animaux comme ça autour d'un mort, et il n'y a que ça qui laisse penser que. Donc voilà, ce sont peut-être des biches qui ont tué cet homme-là. Puis une autre fois, on retrouve un os d'animal dans la bouche de celui qui est mort et qui s'est plus ou moins étouffé, mais est-ce qu'il s'est vraiment étouffé? Voilà, et donc elle reste persuadée que, voilà, que ces morts sont l'objet en fait des animaux et que c'est parce qu'on les a maltraités, justement parce que elles sont peut-être des chasseurs justement qui voulaient du mal aux animaux, et donc ces animaux se sont vengés. Bon, elle finit par être prise un peu pour une folle, etc. Et voilà, et donc on retrouve cette thématique de la nature très très importante, et qui, voilà, moi en tout cas ça me donne envie de poursuivre. En tout cas, on parlait des livres de Jacob, là je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus gros, là pour le coup, peut-être plus difficile. En tout cas, il me semble de ce que j'avais cru voir. Mais à n'en pas douter, c'est une œuvre que je vais continuer à explorer. Oui, je pense que le livre de Jacob, c'est sur l'anatomie. Enfin, il y a un de ses livres qui est sur l'anatomie, où il a fait des recherches assez extraordinaires pour pouvoir l'écrire. Et tu me parlais de ce livre sur les ossements des morts. Eh bien là, ça fait tilt, là maintenant, parce qu'il y a eu un film, en fait, que j'ai vu, et qui s'appelle Pokot. Si je ne me trompe pas, ça veut dire c'est une sorte de braconnage qui est disponible sur Netflix dans certains pays. Ça dépend peut-être du pays. Je ne pense pas que ce soit une production Netflix. Ça a été tourné par Agnieszka Holland, une réalisatrice assez connue. C'est un film aussi très bien réalisé, très intéressant. Donc j'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre. Donc ça, je peux recommander. D'ailleurs, je vois qu'elle a gagné un prix au Festival de Berlin, notamment avec ce film-là. D'accord. Et l'Alfred Bauer Prize. Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, ça, ce sera d'office un livre très intéressant. Ça, je suis d'accord. Le film vaut aussi la peine. Et donc, vu qu'on parle de réalisme magique, donc cette imagination narrative, on pense évidemment à Gabriel Garcia Marquez, qui a obtenu son Nobel en 1982. La phrase du comité, donc c'est en l'honneur de ses romans et ses nouvelles, où s'allie le fantastique et le réel, dans la complexité riche d'un univers poétique, reflétant la vie et les conflits d'un continent, le continent sud-américain. On retrouve vraiment en fait 100 ans de solitude. En tout cas, c'est comme ça. De nouveau, je n'ai lu que celui-là de lui, donc moi je ne peux que parler de ce livre-là. Voilà, c'est ce qui ressort vraiment. Et alors, donc oui, parler de réalisme magique, justement, ben, ici c'est considéré un peu comme l'œuvre majeure du réalisme magique. Aujourd'hui, si on doit citer un seul livre je ne sais pas si on peut parler de courant, mais en tout cas de ce genre ou sous-genre, on est obligé de parler de 100 ans de solitude. Alors moi, je l'ai lu récemment exprès justement en préparant en fait un podcast Nobel. Donc moi, je connaissais pas du tout, pour être pas de titre évidemment. Donc c'est assez surprenant parce que qu'est-ce que ça raconte? En fait, on peut dire que c'est un peu l'histoire d'un village, Macondo, et d'une famille. Alors Macondo, c'est un village imaginaire, qui est sud-américain, mais voilà, qui n'existe pas.
et dans lequel on retrouve une famille où se succèdent en fait des José Arcadio, des Arcadio, des Aureliano, et toutes ces différentes générations en fait vont faire la guerre et en tout cas être exposées à des événements assez graves. Et le livre qui est assez épais finalement, 500-600 pages à peu près, évoque toutes ces années sur plusieurs générations de la famille et donc du village aussi qui est intrinsèquement lié à la famille. Alors ce qui est très surprenant, parce qu'en fait, c'est qu'il se passe énormément de choses en fait. Donc en peu de phrases, il y a la description d'une guerre. Je ne vais pas dire que la façon dont elle se termine, mais à peu près ça. Donc il se passe énormément de choses et c'est dit avec beaucoup de simplicité, voilà, presque comme si tout cela était normal. Alors ça s'appelle 100 ans de solitude parce que certes on a l'histoire d'une famille, mais on retrouve finalement, beaucoup des membres de la famille finalement se retrouvent finalement assez seuls face à leur destin. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup perturbé au début, c'est que je ne m'y retrouvais pas dans tous ces noms, puisque aux Arcadio se succèdent des José Arcadio, des Aureliano José. Et en fait, ce que ça illustre, en fait, c'est qu'une sorte de cycle et que tout recommence finalement de la même manière et personne n'apprend de ses erreurs. Les mêmes guerres se reproduisent, les mêmes conflits. Et évidemment, il y a ce côté réalisme magique. Alors, comment ça se manifeste? Par exemple, on a, je veux dire, mère de famille, en tout cas, qui vit, je ne sais pas, quelque chose comme 150 ans. En tout cas, qui a le temps d'avoir des arrière-petits-enfants, de les voir, de continuer à un peu s'occuper d'eux et de tenir la famille, parce qu'on a l'impression parfois que c'est le seul personnage qui a encore un peu de bon sens dans cette famille de fous. Quelque chose de très très particulier, de nouveau. Enfin, moi en tout cas, j'avais jamais lu quelque chose comme ça, donc très très belle découverte. Même si c'était considéré comme un grand auteur, moi j'avais pas encore eu l'occasion de le lire jusqu'ici. Et je vois par hasard qu'ils sont en train de réaliser le film. Ah ouais? Netflix, en fait, s'en occupe. Je n'ai pas vu la date de sortie, mais ça devrait arriver bientôt. J'ai envie de dire bonne chance, hein, parce que je ne sais pas comment tu sélectionnes là-dedans, parce que c'est franchement, tu me l'apprends, et moi, je dirais que c'est par essence le genre de livre tout à fait inadaptable, justement. C'est toujours un beau challenge, hein. Je pense que ça les attire aussi. Ouais. Parce qu'on parle souvent de livres inadaptables, genre Dune et d'autres, et puis au final, il faudra se faire un avis quand il sortira. Pour moi, 100 ans de solitude, ça m'avait vraiment bien plu, parce qu'il y avait aussi cette impression d'être dans une sorte de spirale où on accélère de plus en plus. Donc, tu parlais des guerres qui se terminent en 2-3 phrases et que le temps s'accélère de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance à travers le livre. Et ça m'avait laissé un bon souvenir. Il faudrait peut-être qu'il mériterait sûrement que je le relise. Et j'avais aussi à l'époque lu L'amour au temps du choléra. Ça, je m'en souviens un petit peu moins, mais qui est aussi assez connu. Et puis le troisième, c'est Chronique d'une mort annoncée. Ça, c'est un livre bien plus petit et c'est l'histoire. Dès les premières pages, en fait, on se rend compte que c'est un petit village de pêcheurs, si je ne me trompe pas, où il est prévu on sait dès les premières pages qu'il va y avoir un règlement de compte. Tout le monde est au courant, sauf la personne qui va se faire tuer. Et donc, on passe à travers le livre, on passe en fait à travers la journée, parce que je crois que c'est une mort qui est annoncée en fin d'après-midi. Et c'est un style qui dénature un petit peu avec le réalisme magique de livres précédents, mais qui est une œuvre assez intéressante par son approche. Se dire que c'est un pauvre homme, un jeune homme en fait, qui peut-être même décédera par erreur. Ce qu'on lui en fait, ce qu'on lui reproche, c'est peut-être d'avoir manqué de respect à un ou deux gens d'un gang opposé et qui décide de se venger un peu plus tard dans l'après-midi, le lendemain en fait, et avec tout le village qui par traîtrise ou par lâcheté ne s'interpose pas et laisse l'événement prendre place. Ça, c'est pour Chronique d'une mort annoncée. Et il y a de du Garcia réalisme Marquez. magique dedans aussi. Je dirais que non, non. Je Ok. pense que c'était plutôt une écriture plutôt plate à la Ernaud. Donc, non, je pense qu'il serait assez difficile sans connaître l'auteur, de pouvoir le replacer dans l'œuvre de Garcia Marquez. Ça dénature avec le reste. Alors, on peut peut-être passer à un autre auteur. Ici, je propose qu'on discute de Toni Morrison, qui est une auteure américaine. Et vu qu'on parlait du manque peut-être de diversité des prix Nobel, donc ici c'est une auteure afro-américaine, une auteure noire, qui a reçu ce prix Nobel en 93 pour plusieurs raisons, notamment ce que le comité prix Nobel a reconnu. C'était une auteure qui, dans ses romans, qui sont très caractérisés par une force visionnaire et une portée poétique, parvient à donner vie à un aspect essentiel de la réalité américaine. Et je dirais même plus à une réalité américaine des communautés noires, parce que du moins dans le livre Bluest Eye, donc l'œil le plus bleu, elle se concentre surtout sur quelques familles qui vivent dans une communauté blanche, mais
des familles noires américaines. Elle se concentre sur plusieurs thèmes. Donc, en fait, je vais d'abord, juste pour introduire Toni Morrison, donc elle explique, j'ai vu une interview récemment, elle explique que L'œil le plus bleu, c'est l'histoire qu'elle aurait voulu lire, mais qu'elle ne trouvait pas. Donc elle s'est mise à l'écrire quand elle avait un moment pour elle, après son divorce, et quand ses enfants étaient couchés, donc vers 7 heures du soir. Et c'est quelqu'un de très posé, avec une voix très calme, qui explique, dans une interview que j'ai l'occasion de voir, qu'en fait, à partir de 7 heures du soir, elle avait toute la nuit pour écrire et se concentrer sur ça, même si elle avait un job sur le côté, un job d'éditrice, je crois, dans un magazine. Et donc, elle s'est concentrée dans ce livre-là elle voulait écrire un livre sur les enfants du Midwest, donc c'est en Ohio, sur une communauté noire sur qui personne n'écrit. Elle voulait donner une voix et être témoin de ce qui se passe, des drames de tous les jours, des difficultés, mais aussi des joies et des bonheurs de ces familles-là. Donc c'est en fait l'histoire de Pecola, une jeune fille noire qui vit en Ohio. Ce sont les années qui suivent la Grande Dépression des années 30. Cette jeune fille dès le départ, elle est obsédée par son apparence. Et elle sent aussi la pression de la société qui la fait se sentir laide. Par la suite, elle développe un sentiment d'infériorité qui l'amène à son obsession ultime, qui est son désir d'avoir des yeux bleus. Et c'est en fait cet élément le plus proche de la blancheur. Elle aussi déteste sa peau noire, qu'elle estime être trop noire par rapport aux autres membres de sa communauté. Dès le début du roman, en fait, elle est placée dans une famille d'accueil de l'autre côté de la rue, ou pas loin dans le quartier, suite à un incendie qui a ravagé sa maison. Donc c'est un incendie qui est en fait causé par son père alcoolique. Ses parents se disputent assez souvent, il la rabaisse assez souvent aussi, du coup elle n'a aucune estime d'elle-même. Il y a une violence verbale et physique entre les parents et par la suite vers cette jeune fille qui en souffre évidemment. Ce roman va aborder de nombreux thèmes, donc il y a un contraste assez fort entre les différents niveaux de vie, entre les blancs et les noirs de cette communauté, partie sur la religion, sur la honte et l'estime de soi ou le manque d'estime de soi, le racisme. Il y a une partie en fait qui est en ce livre, qui a rendu le livre interdit dans pas mal de bibliothèques aux États-Unis, qui est la partie sur la pédophilie et sur l'inceste, dont Toni Morrison en parle avec une certaine... C'est assez rude en fait dans son langage, c'est assez cru et assez rude. Ça peut être quelque chose qu'on lui reproche parfois, mais ça donne un certain niveau de réalité aussi au livre. Et donc un livre qui n'a pas plu dans beaucoup d'États, surtout des États républicains, qui a été interdit et retiré des bibliothèques plusieurs fois, dont notamment encore il y a 1 ou 2 ans. C'est une auteure que je ne connaissais pas tant que ça, qui est décédée en 2019, je pense, qui est assez bien cotée aux États-Unis. Est-ce que ça te dit quelque chose, Toni Morrison? Oui, de nom, évidemment, ça je connais. Et moi, ça fait partie des Américains que je n'ai pas encore lu et donc à lire, ça c'est sûr. Moi, en fait, celui dont tu viens de parler, donc c'est son tout premier. Et j'ai envie de dire, c'est presque son moins connu, du coup aussi. Pourquoi avoir fait ce choix tout à fait par hasard? C'est un des livres qui était sur ma liste depuis pas mal de temps. Après, je sais qu'elle a aussi Beloved, Oui, voilà. Tu vois, par exemple, ça c'est plus connu. qui est apparemment très connu. Je ne sais pas comment il est traduit, si c'est bien aimé ou la bien aimée. Beloved, c'est resté Beloved. D'accord. Ouais. Oui, A Mercy aussi, je ne sais pas comment il était traduit en français, mais tu vois, ça c'est des choses qui sont, enfin, il me semble, c'est des plus connus, vers lesquels en tout cas moi je me dirigerais a priori. En fait, moi ça me parle, je vois rien que la phrase du comité Nobel ou des choses comme ça. Moi je pense que je suis assez convaincu que je vais m'y retrouver en tout cas. Voilà, donc ça fait certainement partie des choses. Je me demande si elle n'était pas justement dans une liste que j'avais faite, mais voilà, ça je lirai certainement. D'accord, et elle mélange en fait plusieurs niveaux de langage. Donc il y a le niveau, donc c'est une classe populaire très pauvre. Donc il y a un langage, on pourrait dire, si on regarde pas mal de séries télévisées américaines, on voit certaines ressemblances au niveau du langage, qui est du langage avec pas mal de fautes de grammaire, fautes de langage ou peut-être même des raccourcis ou des expressions assez typiques qu'on retrouve ici dans le livre. Et puis, quand elle quitte son histoire et qu'elle présente les faits en tant que narratrice, là, elle prend un niveau de langage qui est assez élevé et bien différent. Donc, on alterne un petit peu entre le langage de la rue et puis le langage de l'auteur. Oui, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que ça a été assez... il y a des scènes assez violentes aussi, avec une description très détaillée à certains moments. Mais il faudrait que je voie aussi
beloved ou a mercy, comme tu disais. Ouais, et celui-là, je vérifie, il est même dans ma liste publique de romans à lire, donc tu pourras vérifier que je n'ai pas menti. Ça fait vraiment partie des choses que je dois absolument lire. D'accord. Par contre, cette fois-ci, tous les deux un peu en retard, vu que le prix Nobel, c'était en 93. Oui, Donc, on a l'excuse du fait ça, qu'on ne lisait pas encore à cette époque-là, donc c'est vrai. ça va. On aurait dû commencer plus tôt, c'est notre faute, mais ouais. Ensuite, on peut passer à un prix Nobel qui a été décerné en 1968 à Yasunari Kawabata, qui est un auteur japonais. En fait, il s'agit du premier auteur japonais à recevoir le prix. Et ça, par contre, tu vois, moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc, je suis Et- très curieux de t'écouter. Eh bien, pour te dire, c'est la même chose pour moi. Ça ne me disait vraiment rien du tout. Je l'ai vu, en fait, je crois que je l'ai pris par hasard. L'idée au départ, pour préparer le podcast, j'avais envie de couvrir pas mal d'auteurs, surtout de nouveaux auteurs. Donc, j'ai cherché des œuvres qui étaient plutôt courtes. Je crois que c'est pour ça que je me suis dirigé vers cet auteur-ci, avec Snow Country, qui est Pays de neige en français, c'est la traduction. Donc, c'est une œuvre qui est sortie au départ en 1935, puis elle a été édité de multiples fois, modifié par l'auteur, la dernière modification en 1947. Ça, je veux dire que c'est la première fois que j'entends une approche de ce genre, donc un auteur qui a eu carte blanche pour rééditer son livre ou changer des passages. Et donc, il a reçu ce prix pour sa maîtrise narrative, qui exprime avec une grande sensibilité l'essence de l'esprit japonais. Et directement là, on peut peut-être s'attendre à une certaine distance culturelle, parce que ça reste un pays assez isolé historiquement, avec une culture assez différente de la nôtre. Peut-être que ça se sent à l'écriture, parce qu'il y a des comportements un petit peu bizarres des personnages, peut-être des choses qu'on ne comprend pas trop, des non-dits. Donc, moi, je pourrais peut-être commencer par... j'avais lu un commentaire qui disait qu'il se concentrait d'abord sur le haïku, donc ce poème de 17 syllabes, visant à donner une conscience de la beauté du mélange de termes opposés ou incongrus. Le haïku classique, en général, ça va mêler le mouvement à l'immobilisme. Et l'auteur ici, Kawabata, il tente la même chose d'un point de vue littéraire en mélangeant les sens. C'est une des critiques en préface du livre. De quoi s'agit-il dans Snow Country, Pays de neige? C'est en fait l'histoire d'amour entre un businessman qui aime un peu rêvasser, il vient de Tokyo, il s'appelle Shinamura, et une geisha de province, Komako. L'histoire prend place dans un endroit assez reculé, une petite ville de Yuzawa, qui est connue pour ses spas et pour ses thermes. C'est aussi une ville qui est localisée dans une province assez lointaine, dans le Snow Country, qui est un des endroits au monde où il neige le plus. Donc souvent, peut arriver qu'il y ait 6-7 mètres de neige à certains moments, d'après la description dans le livre. Et donc, Shinamura et Komako se revoient pour la deuxième fois. Cette fois-ci, Komako est employée comme geisha. Et leurs sentiments ne sont pas très clairs dans le livre. Shinamura mène un petit peu Komako en bateau. Il la confond. Donc, Komako, la geisha, face à cette désillusion, elle qui espérait en fait quitter la province et rejoindre Tokyo avec lui, il y a une certaine confusion. Elle ne sait pas trop quoi penser. Elle s'était éprise de lui, même si cela va à l'encontre des traditions des geishas qui en fait sont censées uniquement se limiter à respecter les demandes des consommateurs. Puis donc j'ai fait une petite recherche aussi parce que dans l'imaginaire peut-être occidental ou l'imaginaire qu'on a, les geishas sont souvent associés à des prostituées. Et en fait, il y a une certaine différence parce qu'il y a un autre groupe qui sont plutôt des courtisanes qui portent aussi le kimono, l'habit traditionnel, qui, elles, plutôt d'activité ou ce rôle de prostituée, tandis que les geishas elles-mêmes se concentrent en fait sur les arts comme la danse, la musique ou le chant, ou même encore l'art de la conversation. C'est peut-être une différence bien marquée, et même que le mot geisha en lui-même vient de deux kanji, donc deux sortes de, pas dire syllabes, mais de groupes de caractères qui veulent dire art et personne, ou art et pratiquant. Donc c'est vraiment, geisha, c'est quelqu'un qui pratique un art. Moi, ce que j'en ai pensé au départ, pour le positif, je dirais que c'était une belle description des paysages enneigés. Donc après tout, on parle de Snow Country, donc de cette province très enneigée du Japon, avec de belles descriptions des montagnes, des paysages. Il y a aussi le voyage en train jusqu'à cet endroit-là. Au tout début, justement, si on parle du voyage en train, il y a cette expérience où le protagoniste, Shinamura, va décrire la scène dans son compartiment de train en ne se fiant qu'à ses sens. Donc, il va, par exemple, regarder par la fenêtre et utiliser ce reflet de la vitre pour observer le couple qui est en face de lui, pour observer leurs interactions, la discussion qu'aura la femme assise dans le wagon avec le chef de gare à l'extérieur. Et ses yeux vont alterner entre
la profondeur du paysage et la montagne, les montagnes qui sont enneigées au loin, et puis il va se rapprocher avec le reflet de la vitre qui lui montre la passagère et en fait ce couple qui est assis dans le train, en utilisant aussi la réverbération de la voix de cette jeune femme contre les parois du compartiment pour vraiment s'immerger dans ça. Donc c'est un comportement assez pudique, peut-être un comportement voyeuriste aussi, et chez Namura, ce caractère, c'est donc quelqu'un qui contemple souvent la beauté qui l'entoure. Donc, dans le compartiment de train, il est assez obsédé par les beaux yeux de cette femme. Ça le rend penseur. Et puis, par la suite, il y aura un événement vers la fin du livre où, au lieu de regarder l'événement, qui est un événement assez horrible, c'est un incendie, au lieu de se concentrer là-dessus, comme le fait le reste du village, il regarde la Voie lactée, il est en extérieur, il apprécie la Voie lactée, il est penseur, assez rêveur et plutôt ce qu'il donne en fait un air d'être assez froid et distant. Pour la partie négative, je dirais qu'il y avait peut-être un manque de connexion avec les personnages, des comportements un petit peu bizarres, un peu détachés, peut-être le fait d'apprécier la beauté qui déconnectait les personnages d'eux-mêmes, et une histoire qui ne semble pas toujours nous mener quelque part, des problèmes, des non-dits qui amènent plutôt un sentiment de confusion plutôt qu'un sentiment de mystère. Donc, tu es un peu moins convaincu par cet auteur-là. J'ai lu qu'il avait quelques autres livres qui étaient peut-être un petit peu plus réussis, si on peut dire. Donc ici, moi, je pense que j'aurais donné 2 étoiles sur 5. Je sais que la fois passée, on parlait d'étoiles ou de notes. Apparemment, son livre Les Belles Endormies est un peu plus réussi. Ou alors, il y a aussi Tristesse et Beauté. Je crois qu'un de ces deux-là était plus réussi pourrait peut-être plaire un peu plus que Pays de neige. Mais apparemment, c'est un auteur dont la prose est assez respectée, peut-être plutôt au Japon ou en Asie que chez nous. Et vu qu'on est au Japon, est-ce que tu veux faire une transition sur Ishiguro? On peut parler effectivement de Kazuo Ishiguro, sauf que Kazuo Ishiguro, il est effectivement d'origine japonaise. En fait, il a pris la nationalité britannique. Donc en fait, maintenant, c'est considéré comme un auteur anglais, et donc c'est un prix Nobel anglais. Enfin bon, voilà, donc ça c'est juste pour l'anecdote. Et donc lui, il l'a obtenu en 2017, car il a révélé dans des romans d'une grande force émotionnelle l'abîme sous l'illusion que nous avons de notre relation au monde. Alors, moi, j'en ai lu 2 de lui. J'ai lu Auprès de moi toujours, qui a aussi été adapté au cinéma, et qui est sorti en 2005. Enfin, j'ai lu à sa sortie, en fait, donc ça remonte à longtemps, mais c'est quelque chose qui m'avait... c'est un livre qui m'avait marqué, parce qu'en fait, donc, on retrouve au tout début du livre des personnages, voilà, en tout cas, jeunes, oui, on peut dire ça, qui se rappellent un peu de leur passé. Donc là, au centre du livre, on a surtout Cathy, donc voilà, une jeune femme, elle se rappelle de son passé, et il y a, voilà, sa mémoire lui joue des tours, en tout cas, elle n'arrive plus en tout cas à se rappeler précisément ce qui a pu se passer dans ce pensionnat qui était un peu perdu. Et visiblement, ben, ça a été quand même une expérience marquante, puisqu'elle en garde des traces. Et d'autres enfants, en fait, ben, gardent aussi comme ça des traces de ces années de pensionnat. Et c'est vraiment au petit à petit qu'on va apprendre une sorte de terrible vérité. Je ne vais évidemment pas révéler, parce que sinon on perd tout l'intérêt de la lecture. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui m'avait marqué, parce que oui, la réalité effectivement était assez terrible. Alors plus récemment, j'ai lu Les Vestiges du jour, là qui est un peu... Oui, j'ai oublié de préciser, Auprès de moi toujours, il a été adapté en film, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'était sous le titre anglais Never Let Me Go. Pour ça, pour le coup, je ne peux pas en dire plus. Donc en revanche, j'ai lu aussi Les Vestiges du jour, donc ça qui est sorti plus tôt, hein, en 1989. Et là, en fait, ben, je disais tout à l'heure que il est naturalisé britannique. Et bien là, on pourrait dire qu'on a un roman purement anglais, parce qu'en fait, on a au centre du livre un majordome qui a servi le même homme pendant des années et des années. Bon, cet homme, voilà, ce lord est mort, et c'est un Américain qui a racheté, je ne sais pas si plus c'était un château, ou en tout cas la grande maison dans laquelle il habitait. Et lui, ben, le majordome, il est resté. Et alors, c'est quelqu'un qui a une conception très anglaise, hein, du rôle de majordome, vraiment au service de son maître, quoi qu'il arrive. Peu importe finalement les décisions, les opinions de ce lord, on est le majordome, donc on respecte tout à fait le code, les traditions. C'est ainsi on se retrouve finalement avec un personnage presque plus conservateur que l'aristocratie en elle-même. Parce que finalement, on a aussi une certaine hiérarchie chez les domestiques, et donc le majordome est comme ça, a une haute idée finalement de son travail. Et alors, ben,
donc il est au service comme ça d'un Américain, et l'Américain l'autorise à prendre quelques jours de vacances et d'emprunter sa propre voiture, la voiture voilà, de cet homme, de cet Américain. Et donc il va la prendre pour aller retrouver en fait une domestique qui a travaillé auparavant dans la maison, et ce voyage est en fait l'occasion pour le majordome de revenir sur ses années de service. Finalement, ça se passe sur peut-être 3 jours, hein, donc la fenêtre temporelle est assez courte. Néanmoins, il y a beaucoup de contenu parce que voilà, toutes ces années qui se sont passées, on découvre petit à petit quel était ce lord, etc. On va notamment découvrir en fait, que ce lord il s'est aussi rapproché d'un personnage nazi ou proche des nazis pendant la guerre, etc. C'est un peu, on retrouve finalement ce côté. Le majordome en fait n'a pas l'air de beaucoup se remettre en question par rapport à son travail, aux personnes, je peux même dire au pluriel, qu'il côtoyait, puisque la fameuse domestique qu'il voulait retrouver, en fait, le lecteur découvre petit à petit que la première impression qu'on avait sur chacun des personnages n'était peut-être pas la bonne. Mais le problème, c'est qu'on est presque prisonnier du regard de ce majordome sur les personnages. Donc c'est ça tout l'intérêt du livre, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à se faire une propre opinion sur tous ces gens. Et donc, tu dirais que le narrateur nous trompe un petit peu parce qu'on a Oui, le point de vue du domestique et puis un point de vue extérieur, et le point de vue du domestique nous a très influencés c'est sur ça, ces personnes. exactement. D'accord. Exactement, parce qu'en fait, le lord en question, il a eu aucun. Il a clairement soutenu des nazis, en fait. Le majordome ne le dit pas de cette manière-là, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Vraiment, pas exactement en travestissant, mais en parlant d'une certaine manière, comme quoi, en fait, c'était la bonne façon de faire. En gros, l'étiquette a été conservée, donc c'est bon, il n'y a pas à se reprocher quoi que ce soit. Ça c'est très anglais, hein, par contre. Donc c'est pour ça que je dis, tiens, voilà, hein, l'auteur d'origine japonaise, mais qui écrit comme un anglais, classique, entre guillemets. Mais d'un autre côté, de fait, ce narrateur comme ça qui est partial, mais en fait, c'est pas, voilà, qui nous oblige finalement à réfléchir, c'est pas du tout classique comme manière d'écrire ou de relater les choses, en tout cas. D'accord, ok. Et puis en fait, je regardais sa fiche sur Wikipédia. Par hasard, j'ai vu que Salman Rushdie, dont on parlait récemment, était très positif justement de Vestiges du jour, de ce livre-là. Et pour être très honnête, ça m'a quand même moins marqué qu'auprès de moi toujours, parce que, bon là, je l'ai encore bien en tête parce que je l'ai lu récemment. Je suis pas sûr que l'année prochaine, je pourrais en parler aussi facilement. D'accord. Et alors, donc, j'ai vu par hasard que Rushdie, il est aussi souvent listé comme favori pour le prix Oui, Nobel. tout à fait. Et comme tu disais là, c'est intéressant que maintenant, tous les 2 ans, on essaye de diversifier aussi, de donner le prix à une auteure. Est-ce que du coup, tu penses que l'an prochain, ce serait pour Rushdie, étant donné que sa santé est peut-être maintenant, suite à l'attaque qu'il a Écoute, subie, on ça disait pourrait ça de être tentant, mais ce serait un peu sentimentaliste aussi. Est-ce que c'est on mérité? on avait dit ça de Philippe Ross aussi, qui vieillissait, et puis il est mort. Donc il ne l'aura jamais. Hugo Claus, bon, on n'a qu'un seul Belge ici qui a eu le Nobel. Hugo Claus, qu'on citait aussi parmi les prétendants, finalement il est mort aussi. Enfin, là, c'est même une euthanasie. Mais bref, je ne suis pas sûr que le comité soit très sensible à ce genre d'éléments. À l'académie. Je dis le comité, mais c'est peut-être l'académie suédoise que je voudrais dire. Oui, d'accord. C'est vrai, je pense pas non plus. Ah bon, je serais curieux de voir dans 1 an qui sera le prochain. Est-ce que tu as une prédiction pour l'an prochain, par exemple? Non, 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 certainement pas. C'est à chaque fois c'est à chaque fois une surprise. Je suis juste content quand je sais qui c'est. Parce que D'accord, ouais, c'est vrai. l'an passé, t'en avais parlé de Abdulrazak Gurna. Je suis obligé de Ouais. relire le mot, mais tu vois, ça, c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc ma seule satisfaction personnelle, c'est de connaître le lauréat. J'apprécie c'est vrai que maintenant, il y a peut-être une sorte on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine diversité. Il faudrait que je passe peut-être tous les noms en revue pour voir depuis quand parce qu'on parle souvent du problème de ne pas essayer de mettre des auteurs différents sur les projecteurs. Mais depuis quand est-ce que le Nobel a, par exemple, le prix Nobel de littérature, a peut-être un esprit un peu plus ouvert que d'autres prix à ce Bon, sujet? l'Académie s'est complète suite à des scandales. Je ne sais plus s'il y avait des viols ou en tout cas en tout cas des hommes qui profitaient de femmes. C'est quelque chose comme ça. Hein, je ne me rappelle plus très très bien. Donc pour ça que ça n'avait pas été décerné en 2018 et que Gato Karjouk l'a eu formellement en 2019. Donc là, il y a eu un renouvellement de tous les membres, ça c'est sûr. Mais avant ça, quand même, il y a eu par exemple Alice Munro, autrice canadienne, de nouvelles. Et c'est la première fois qu'on récompensait une nouvelliste. Elle n'a pas, je pense qu'elle a, ou alors si on a écrit c'est un seul, mais elle n'a pas écrit de roman. Donc on a vraiment récompensé un genre. Donc ça c'était déjà quelque chose de nouveau. Bob Dylan, on pourra beaucoup en parler là-dessus aussi.
voilà quelque chose de nouveau aussi. Donc au-delà de l'aspect, on doit récompenser plus de femmes parce qu'on l'a pas fait précédemment, je pense qu'au niveau de la forme, il y a aussi un effort qui est fait. Oui, parce que par exemple avec Toni Morrison, c'était quand même en 93, donc je pense pas que ce soit la première femme à l'avoir reçu, mais Non, mais la première noire euh, peut-être, ouais, même je pas. n'ai pas vraiment lu sa fiche là-dessus non plus. Mais je veux dire qu'il y avait peut-être déjà une approche un peu plus concentrée sur la diversité depuis déjà une trentaine d'années au moins. Donc, ce qui est Mhm. pas si mal, ça pourrait être mieux. Il faudrait retourner dans le passé pour avoir une meilleure idée. Mais c'est vrai que ça fait de belles découvertes. Tu parlais de Gurnah aussi, un auteur africain ça montre une certaine ouverture d'esprit. Je trouve ça c'est pas mal. Et puis alors, bah, pour le dernier dont je voulais parler, c'est Eugene O'Neill, qui est un auteur, comme son nom l'indique, avec certaines consonances irlandaises, mais qui est un auteur qui nous vient des États-Unis. Et le livre que j'ai lu, c'est Le long voyage vers la nuit. Ça a été publié post-mortem en 1956. Il a reçu en fait le prix Nobel en 1936, donc bien avant, 20 ans avant le livre dont je vais parler. Ce livre est sorti donc 3 ans après sa mort. C'est un auteur qui est donc un dramaturge américain. Il a reçu ce prix Nobel pour la puissance, l'honnêteté, les émotions profondes de ses œuvres dramatiques qui incarnent une conception originale de la tragédie. Donc ici, c'est une pièce de théâtre en 4 actes. Ça se passe dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. C'est une pièce qui a une consonance autobiographique. Il y a une tension familiale assez importante. Et puis, il y a aussi l'impact de l'alcool sur le détricotement des liens entre les membres de cette famille. Donc, on parle d'une famille de 4 personnes lors d'une journée d'août 1912. Donc, on a ici une famille avec 2 parents et 2 fils qui vont s'accuser, puis qui vont s'aimer, se jalouser. Tout cela servant en fait comme tentative d'affection, de tendresse et de compassion. Donc, c'est leur manière de s'aimer et de se le dire et de se le montrer. La pièce va commencer avec des parents qui s'aiment éperdument. Ils se complimentent, tout a l'air de bien se passer. Le mari est aux petits soins, il fait attention, il discute des problèmes de santé de sa femme, même si elle a pris du poids, même si elle n'est pas aussi belle, donc elle a des cheveux qui ont totalement blanchi, même si elle a juste la cinquantaine, elle a eu des problèmes de santé, beaucoup de stress. Il la complimente, il est vraiment un soutien moral pour elle. Elle a développé une addiction à la morphine depuis la naissance de son dernier fils. Le père, lui, c'est un ancien acteur qui a investi dans son comté. Il possède pas mal de terres, mais en fait, il a pas mal d'emprunts hypothécaires aussi sur ces terres. Et l'argent est un peu une obsession. Plusieurs fois, il va répéter que même s'il possède beaucoup de choses, il n'est pas riche. Comme on sait, souvent le cash is king. Et il ressent vraiment ce problème-là. Puis on a leur fils aîné qui a la trentaine. C'est un gars qui se cherche un petit peu. Il a également une formation d'acteur, comme son père, mais il manque de stabilité et il traîne aussi une mauvaise réputation d'être quelqu'un qui n'est pas fiable, qui est obsédé par les femmes et par l'alcool. Et puis il y a le dernier, qui quant à lui est un peu plus intellectuel, plus fluet de corpulence et qui est en mauvaise santé. Et plus tard, il sera diagnostiqué comme ayant la tuberculose. C'est un thème qui sera récurrent à travers la pièce. Le stress que sa maladie va causer au reste de la famille, le choix des soins, donc le père qui va clamer assez souvent qu'il n'est pas millionnaire, donc il ne pourra pas envoyer son fils dans un sanatorium pour millionnaires, comme le suggère le docteur, mais qui veut aussi bien s'occuper de son fils. Donc c'est une tension qui va monter au fil de la pièce. Et lors de ce long voyage vers la nuit, donc c'est une pièce qui dure une journée, on commence le matin vers 8h30, on termine vers minuit. Et cette famille formidable au départ, qui s'aime, au plus on avance, au plus elle se morcelle. C'est aussi une famille d'acteurs qui baignent dans la culture, le théâtre. Donc, lors des disputes, on va parler de Flaubert, de Baudelaire, on va citer Shakespeare et d'autres auteurs pour se répondre, pour se défendre. Et donc, au fil et à mesure où on avance dans cette pièce, où on se rapproche de la nuit, les comportements vont changer. Donc, moi, j'ai trouvé que le père était de plus en plus rageux, la mère de plus en plus sensible, le premier fils de plus en plus ivrogne et le dernier fils de plus en plus courageux dans son comportement. Il était plutôt un peu à l'écart au début et puis il prend de plus en plus confiance et il commence à décider de plus en plus pour son destin qui est de se forcer d'aller au sanatorium par exemple pour se soigner. C'est une pièce qui était plutôt plaisante à lire. Je lui donnerais 3 étoiles sur 5 comme note. Donc ça, c'était Le long voyage vers la nuit d'Eugene O'Neill. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tim? Est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que c'est quelque chose que tu lirais? Ben, je lis assez peu de théâtre, je dois dire, hein, donc j'irai pas vers ça, en tout cas, si je vais choisir un livre de cet auteur. J'imagine que le reste, c'était pas du théâtre qu'il a écrit. Bonne question. Alors, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de faire plus de recherches sur lui. Je
pense que, étant donné que c'est un dramaturge américain, je m'attends beaucoup à quand même voir beaucoup, ouais. Ok. d'autres pièces de théâtre surtout. Je lis assez peu de théâtre, donc voilà, pour dire même quasiment jamais. Ouais, c'est un style assez spécifique, hein. Ça se lit toujours. Il y a un rythme en général, c'est assez rythmé. Par contre, ce livre-là est par exemple très détaillé sur les descriptions des scènes, de l'emplacement des meubles, ce qu'il se trouve sur toutes les étagères. Très très détaillé. J'avais jamais l'occasion de lire une pièce de théâtre avec un tel niveau de détail. On détaille très bien aussi les personnages en insistant sur l'apparence physique, sur le faciès, sur les expressions du visage. Donc, ça sont des thèmes très poussés dans cette œuvre d'O'Neill. On ne le voit pas d'habitude. Et j'ai vu que par hasard, là, en fait, la pièce donc, date à presque 80 ans et elle commence à revivre un petit peu à Broadway aux États-Unis. Elle a déjà reçu à nouveau plusieurs prix pour être le prix de la meilleure pièce ravivée, entre guillemets, remise au jour, étant donné que c'est une pièce qui date assez bien. Avec des prix Tony Award, tu connais sûrement, qui est un grand prix au théâtre aux États-Unis, Pas du tout. qui est un petit peu l'équivalent des Golden Globe ou Emmys ou des Oscars en fait, pour le théâtre. On peut terminer là sur notre épisode sur le prix Nobel. On a encore en fait pas mal d'auteurs à discuter. On gardera ça pour une prochaine fois. On Oui. gardera aussi oui. Sélection tout à fait subjective, hein. Il faut bien le préciser. Oui. Moi, j'avoue, j'en ai quand même pris un petit peu par hasard. Mais comme tu es découvert, j'ai l'impression d'avoir un horizon qui est un petit peu plus éclairci maintenant qu'avant. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Et donc, alors, on se dit à la fois prochaine. Ouais, à la fois prochaine. Merci, Thibaut. Salut Max. Salut. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.